Le sleep training, c'est quoi? Est-ce que c'est fait pour moi? Ça prend combien de temps? Puis est-ce que ça implique de laisser mon bébé pleurer? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions et vous détailler comment est-ce que on a réussi, Nick et moi, à faire dormir Théodore une nuit complète après seulement 2 jours. On en est justement au 2e jour de sleep training. On croise les doigts. On a espoir que ça continue comme ça, mais on vient de passer la meilleure nuit inimaginable. On s'est réveillé avant notre bébé. Donc, je me suis dit que j'allais partager notre expérience puis répondre à toutes les questions. D'abord, c'est quoi l'objectif du sleep training? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut que notre enfant soit capable d'arriver à s'endormir par lui-même sans aide extérieure, c'est-à-dire sans aide d'un adulte pour lui tapoter les fesses, sans suce, sans doudou, toutou pour le réconforter. On veut qu'il trouve le calme en lui. Puis on veut évidemment que les parents arrivent à bien dormir. Nick et moi, on s'est basé sur 2 outils et les bons conseils de nos amis. Donc d'abord, le sommeil du nourrisson de Brigitte Langevin et Bonne nuit mon cœur de Brigitte Pacheco. Ça nous a été fort utile. Fait que je vous le conseille. C'est sûr qu'avant de se lancer dans ce processus-là, il y a des prérequis. On attend évidemment que le bébé ait un certain âge. Selon le sommeil du nourrisson, on parle de 3 mois. Bonne nuit mon cœur parle plutôt de 6 mois. Donc, il faut aussi s'assurer que notre enfant a atteint un certain poids, que la courbe de croissance, elle est bien, que notre enfant n'est pas en sous-poids, parce qu'évidemment, on coupe les boires la nuit. Peut-être pas l'entièreté, ça, je vais y revenir. Donc, on parle d'un 14 à 16 livres selon le livre de Brigitte Langevin. Si votre enfant est né d'avance, comme Théodore est né 3 semaines d'avance, à ce moment-là, il faut faire -3 au niveau de ces semaines. Là, on parle de l'âge, pas depuis qui est au monde, mais l'âge de conception. Évidemment, on se lance pas là-dedans si notre enfant a un rhume, il file pas, il fait de la fièvre, on attend. Pour ce qui est de Théodore, il vivait avec des reflux gastro-œsophagiens. Donc, on s'est assuré de le médicamenter avant de se lancer. On s'est assuré qu'il était suivi en ostéo. Puis, si vous pensez que votre enfant fait des dents, puis que c'est ce qui peut occasionner des pleurs la nuit, posez-vous la question, est-ce qu'il pleure le jour? Et si oui, à ce moment-là, on est peut-être mieux d'attendre, mais si ça lui cause pas de soucis le jour, il n'y a comme pas de raison que ça lui en cause la nuit. Pensez à ça. Avant de se lancer dans une méthode là, la nuit, il y a des éléments à mettre en place le jour. Nous, on a commencé 2 à 3 semaines avant le sleep training à instaurer une routine beaucoup plus fixe, prévisible pour l'enfant. C'est vraiment c'est sécurisant pour lui. Donc, c'est sûr que ça peut l'aider. Il faut respecter, évidemment, ses temps d'éveil. Donc, ça, c'est basé sur son âge. Donc, Théodore, 5 mois, il fallait respecter 2 heures de temps d'éveil avant de lui faire des siestes. La durée des siestes, ça varie selon les sources. Celle du milieu de la journée devrait être plus longue. Dans le cas de Théodore, il faisait jusqu'à 1h30 avant même de se lancer dans le sleep training, mais des fois, c'était plus court. Puis on n'arrivait pas à le rendormir, donc c'était problématique. La dernière sieste de la journée, sur 3 siestes, donc la 3e, devrait être plus courte parce qu'on veut qu'il soit un peu plus fatigué pour pouvoir le mettre au lit le soir. On avait instauré une routine, donc avant de faire dodo, on lisait une histoire, on chantait une petite chanson. Même chose le soir, évidemment, la routine du soir est super importante si on l'avait bien instaurée. Je vais revenir sur qu'est-ce qu'on fait exactement le soir. On s'assure de ne pas donner de biberon ou de pas donner le sein juste avant un dodo. On ne veut pas que l'enfant associe la tétée à l'endormissement. On veut qu'il arrive à faire ça lui-même. Donc, on donnait un biberon au réveil quand il n'était pas encore somnolent ou en plein milieu de la fenêtre d'éveil. Puis, on veut évidemment que notre enfant, pendant la journée, soit suffisamment stimulé, qu'il y ait un niveau de stimulation adéquat. Donc, on ne veut pas le sous-stimuler de sorte à ce qu'il n'est pas fatigué quand arrive l'heure de la sieste ou l'heure du dodo le soir. Puis, on ne veut pas le surstimuler non plus. Soyez à l'écoute des signaux qu'envoie votre enfant. Si vous soupçonnez que votre enfant est surstimulé ou sous-stimulé, c'est vraiment essai-erreur. Fait que, mettez de la musique si vous pensez qu'il s'ennuie ou c'est l'hiver puis vous pouvez pas vraiment sortir dehors. Essayez de le promener de pièce en pièce, de lui montrer des choses dans la maison, parler-lui, ce genre de choses. Avant de se lancer dans une stratégie de nuit,
Si votre enfant n'est pas dans des conditions physiques adéquates, il ne s'endormira pas. S'il y a faim, par exemple, s'il y a trop chaud, s'il y a trop froid, réglez ça avant. Nous, en ce moment, on est en plein mois de juillet, il fait vraiment chaud à Montréal. On a décidé de mettre Théodore directement dans sa gigoteuse qui est très très légère. Niveau de chaleur d'une gigoteuse, ça se compte en TOG, T-O-G. Je pense que c'est une 0.5 ou 1 TOG. Soyez encore à l'affût de ses signaux physiques, s'il est tout mouillé, s'il est chaud ou au contraire, si vous sentez que ses extrémités sont froides. Puis je pense qu'il ne faut pas juste se fier aux extrémités, mais en tout cas, lisez là-dessus. Quelle stratégie mettre en place? Quelle méthode employer? Ça dépend de votre niveau d'aisance avec les méthodes qui sont à votre portée. Ça dépend de l'âge de votre enfant. Par exemple, la méthode que nous, on a appliquée, la méthode du 15 secondes de Brigitte Langevin, n'aurait pas pu être appliquée avec un enfant de, par exemple, 10-11 mois qui se lève dans son lit parce que ça impliquait de se pencher dans sa bassinette. Donc, essaye de te pencher dans une bassinette qui est super basse, impossible. Trop dur pour le dos. Il existe la stratégie du 15 secondes, il existe le 2-4-6, 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, le 5-10-15. Pour les enfants un petit peu plus âgés, par exemple 10 mois, j'ai une amie qui, avec sa fille de 10 mois, elle a fait la technique du fading out. Donc, tu prends une chaise, tu la mets près de la couchette de ton bébé, puis peu à peu, tu te retires. C'est sûr que, il faut lire sur les différentes techniques pour voir celle qui vous convient le mieux. Moi, je peux vous détailler la stratégie du 15 secondes, vu que c'est encore frais dans ma tête. La stratégie commence évidemment avec une routine. Nous, ça consiste à prendre un bain pas trop chaud, parce qu'on veut que la température corporelle baisse un petit peu pour faciliter l'endormissement. Ensuite, on sèche le bébé, on le crème, on met sa couche avec une bonne pâte je pense une pâte de zinc pour les fesses parce que on va essayer de limiter les changements de couche la nuit. Donc, on ne veut pas qu'il soit irrité. Ensuite, on donne le biberon. On raconte une histoire, puis on chante une petite chanson. Et voilà. Ensuite, on part le bruit blanc. Si jamais vous avez une petite machine à bruit blanc, c'est bien. Sinon, c'est pas plus grave, mais j'ai lu que ça pouvait faciliter l'endormissement des bébés. On ferme les rideaux. On veut que l'enfant comprenne que c'est la nuit. Donc, on est dans le noir, le plus complet idéalement. Si vous pensez que votre enfant a besoin d'une veilleuse, sachez que les bébés naissent avec deux seules peurs, celle des hauteurs et des bruits forts. Donc, le noir n'est pas supposé faire peur à votre bébé. Ensuite, on va poser bébé éveillé dans son lit, pas de suce, sur le dos. Et on se retire. Donc, on reste dans la chambre de sorte à ce que notre enfant ne nous voit pas. Donc, nous, on s'est mis au bout de la bassinette, là où est-ce qu'il y avait sa tête. On commence à compter 15 secondes du moment où il pleure de façon intense. C'est-à-dire que s'il se lamente, on ne compte pas. Si c'est des pleurs très forts, à ce moment-là, on compte 15 secondes dans notre tête. Puis, on retourne le voir. Et là, on a deux choix. Soit on le prend sans lui parler, sans le tapoter, comme juste on le prend jusqu'à temps qu'il se calme. On le repose. Ou alors, nous, ce qu'on a fait, on se penche et on se fait un joue à joue, les cheveux attachés, là, pour pas qu'il soit stimulé par les cheveux. En faisant jamais croiser son regard. Ce qu'on veut, c'est qu'il se calme. On veut pas qu'il arrête de pleurer. On peut se retirer avant même qu'il ait fini de pleurer, mais on veut sentir une différence dans son niveau de pleurs. La prochaine fois qu'il pleure de façon intense, on rajoute un 15 secondes. Donc là, on attend 30 secondes. Et ainsi de suite. 45, non. Puis, on se rend jusqu'à 5 minutes maximum. Puis, à la fin, si c'est 5 minutes qui a été topé, on recommence à 5 minutes. Quand votre enfant arrête de pleurer ou se met à gémir, là, vraiment pas fort, faites une pause sur votre chronomètre. Puis, pendant 15 secondes, à l'intérieur de 15 secondes, il recommence à repartir d'où est-ce que vous étiez. Si, au contraire, il arrête pendant plus de 15 secondes, à ce moment-là, recommencez à zéro le compte. Si vous pensez que votre enfant
pleure parce que il a fait, tu sais, sa couche est souillée, que ce soit pipi, caca, si c'est vomi dessus, évidemment, on en prend soin, là, tu sais, on répond à ce besoin-là. On le change de façon très rapide, sans jamais croiser son regard. Puis si vous pensez que votre enfant a faim, ça, c'est une zone grise, je l'avoue. Personnellement, Théodore était pas un gros bébé, c'était un grand bébé, mais percentile comme 50%. Puis on trouvait qu'il buvait pas beaucoup le jour encore. Donc, on s'est permis la première nuit de donner un boire à minuit, la deuxième nuit à 10h30. Selon Brigitte Langevin, c'est comme 0 boire, là, dès que l'enfant a 14, je pense que c'est 14 à 16 livres, si je me souviens bien, c'est ça. Je pense qu'il faut écouter son guts aussi là-dedans, son gut feeling. Puis tout ça est à appliquer avec la sieste aussi en passant. Sauf le biberon, évidemment, on le donne pas avant la sieste, mais on applique ces techniques-là aussitôt qu'on commence le sleep training. Donc, la première nuit, tu sais, on enfile avec sieste 1, sieste 2, sieste 3. Si votre bébé ne fait pas ses siestes, ne fait que pleurer, il faut quand même trouver un moment dans la journée où il arrive à dormir, sinon c'est juste de la torture. Si vous savez que votre bébé dort vraiment bien en porte-bébé, qui s'endort automatiquement à chaque fois que vous allez faire un tour de poussette ou un tour de tour, faites-le. Tu sais, il faut lui donner un répit. Et si la sieste est supposée durer 1h30, par exemple, vous essayez pendant 1h30. Nous, c'est ça qu'on a fait. En ce moment, il fait sa sieste, là, puis tout est beau, puis ça fait au moins 1 heure. Quand la sieste est terminée ou que c'est le matin, on entre dans la chambre, on dit à notre bébé de façon très joyeuse « La sieste est terminée » ou « Bon matin mon amour ». On ouvre les rideaux, on va le voir. Si l'enfant pleure beaucoup, on attend qu'il s'apaise. On peut mettre une main sur son ventre, puis comme on s'assure qu'il comprend qu'on va le prendre une fois qu'il va s'être calmé. Ça prend combien de temps tout ça? Prévoyez 3 à 4 jours, un maximum de 7 à 8 jours. Si après ça fonctionne pas, c'est quelque chose que vous faites qui n'est pas correct. Nous, on en est au 2e jour, puis ça semble fonctionner. Mais je sais que pour certaines personnes, ça prend plus de temps, puis ça dépend du caractère de votre enfant. Si vous avez un enfant qui est déterminé, ça va être plus long. Puis c'est correct, il faut juste avoir de patience et de persévérance. Qui est-ce qui devrait faire le sleep training? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que ça doit être alterné? J'ai lu, en fait, dans les 2 outils dont je parlais, les 2 livres, c'est unanime. Ça devrait être le parent. Le premier 48 heures devrait être l'idée par le parent envers lequel l'enfant a le moins d'attente au niveau de l'endormissement. C'est-à-dire que si tu es une maman qui allaite, ça risque d'être pas mal plus efficace si c'est ton chum ou ta blonde qui embarque. Ça devrait toujours être le même parent aussi pour une intervention. Par exemple, Nick fait toutes les nuits, toutes les siestes depuis bientôt 48 heures. Après, moi, je vais embarquer pour le dodo. Ça a l'air que c'est recommandé que l'autre parent embarque pour l'endormissement du soir, vu que c'est plus facile que les siestes pour l'enfant de s'endormir. Et après, c'est sûr que si votre chum et votre blonde est il travaille, puis vous êtes en congé de maternité. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait, puis ça a bien fonctionné. C'était la maman de A à Z, qui allaitait, qui faisait les interventions. Ça a fonctionné à l'intérieur de 3 à 4 jours. Je pense que ça fait le tour. Je dirais que la clé dans tout ça, c'est d'être constant. C'est sûr que si vous voyez que, oups, vous avez fait un faux pas, c'est comme vous avez dérogé, je sais pas, vous avez oublié l'histoire, ramenez-la la prochaine fois. Soyez conséquent, dans vos actions, de sorte que votre enfant reçoive un message unique, qui soit pas déboussolé. Je vous le dis, ça fonctionne tellement, on a tellement bien dormi. Puis sous-estimez pas votre enfant. Nous, on s'est levé ce matin en se disant, OK, dans le fond, Théodore est en mesure de faire des choses qu'on ne savait pas. Il nous a comme surpris. Déjà, c'est un petit gars de bonne humeur. Là, je suis sûre qu'il va être encore plus de bonne humeur, qu'il va être plus reposé. Ça change une vie, que m'avaient dit certaines amies. Et je sens que c'est ce qui est en train de se produire. Fait que, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas.